Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle table ronde qui est normalement la dernière de eBooks. J'espère que vous avez bien profité du programme, que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez passé un bon moment. Je profite juste avant le début de la table ronde pour rappeler que si jamais vous voulez acheter des billets de tombola, où il vous reste une demi-heure, puisque ça ferme à 17h. Donc si vous avez envie de faire une bonne action et de faire un don à plusieurs associations, le CIA, le collectif intersexe et allié, Because et l'Ardis, eh bien c'est le moment ou jamais. À part ça, donc bienvenue pour cette table ronde intitulée « Utiliser l'humour ou la normalisation pour dédramatiser la fiction LGBTQIA+. » Alors, le titre est un peu compliqué, mais on va revenir dessus, ne vous en faites pas, avec donc nos invités, donc Naël Legrand qui est publié chez IBI, Estelle Faye qui est publié chez plein de gens, enfin Naël aussi, Calo qui est aussi novelliste, et Shail qui fait des BD chez les éditions Lapin et plein d'autres gens, mais je les laisserai se présenter plus amplement à leur tour. Et donc, pour ce titre, je vais faire quand même une légère intro quand même pour l'expliquer, parce que c'est un titre auquel on a beaucoup réfléchi et qui était un peu compliqué. Et le mot dédramatiser, j'ai conscience qu'il a plusieurs sens, et que c'est parfois, et que pareil pour la normalisation et l'humour, ce sont que des mots polysémiques. Donc on va en discuter d'ailleurs au cours de la table ronde, tout ce que cela veut dire pendant une heure, et surtout sur le mot dédramatiser, la façon dont nous avons abordé le sujet, c'est par rapport à la tradition en fait, des fictions LGBTQIA+, qui voulait que s'il y avait un personnage gay ou un personnage lesbien, eh bien ce personnage devait mourir à la fin, ou c'est pareil, un personnage trans, il devait forcément avoir un destin tragique pour rétablir la bonne morale. Donc ça devait être un drame moral d'avoir des personnages LGBTQIA+. Et nous avons ici des gens qui essayent, à leur façon, chacun et chacune à sa façon, de faire les choses un peu différemment, donc que ce soit par l'humour, par la normalisation, par d'autres procédés dont on va parler, de changer un peu la donne. Et du coup, je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune votre tour. Donc, je vais faire dans l'ordre où vos têtes apparaissent sur Twitch. Naël, est-ce que tu peux commencer à te présenter, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Naël. J'ai publié quelques nouvelles, dont une chez IBI dans Légendes oubliées. Et je suis scénariste, par ailleurs. Et j'écris exclusivement de la fantasy, a priori plutôt humoristique. Voilà. Estelle, à toi? Bah donc, moi, je suis autrice dans plein de genres de l'imaginaire. Pour enfants, ados, adultes. Enfin, j'ai commencé par ados, adultes et je fais aussi pour les plus jeunes. Et notamment, j'adore la dark fantasy bien sombre et le post-apo, mais avec de l'espoir dedans. Voilà. Et à côté, je suis un peu scénariste aussi. Calo, ton tour? Bonjour, alors moi je suis agent secret, j'ai réussi à m'infiltrer dans cette table où je suis la seule personne dont écrire des histoires n'est pas le métier. Je ne sais pas comment j'ai réussi. Voilà, moi j'écris que quelques nouvelles, 3, bientôt 4, et dont 2 chez IBI. Donc j'ai quand même pas... Enfin, disons, j'ai moins de matière à vous présenter. Mais pas de modestie à cette table. Shail, à ton tour. Alors, moi, je m'appelle Shail Zaleski, je fais de la bande dessinée principalement, aussi de la musique, mais principalement de la bande dessinée. J'ai commencé par beaucoup m'auto-éditer, faire mes propres fanzines et mes propres bandes dessinées. Puis, depuis quelques années, je publie chez d'autres éditeurs plus classiques, on va dire, comme effectivement Lapin et surtout Delcourt dernièrement, il y a cette année, c'était sorti en janvier, donc cette année. Voilà. Donc, j'avais une première question qui pourrait paraître un peu évidente, puisqu'on a une convention qui est quand même dédiée aux fictions LGBTQIA+, mais qui n'est pas forcément évidente quand on sort de ce cadre. Est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques négatives, demandé des explications sur mais pourquoi diable vous mettez des personnages LGBT dans vos histoires? Du coup, je vais faire dans le même ordre. Naël, est-ce que tu veux commencer?
Alors oui, moi ça m'est arrivé pas dans le cadre des nouvelles, que j'ai pu publier, mais j'écris du scénario et c'est souvent, des remarques, qu'on rencontre un peu ce côté, si c'est pas nécessaire à l'intrigue, mais alors pourquoi, ce personnage a telle ou telle identité? Et c'est vrai que c'est un peu un combat, enfin absurde par moment de devoir justifier, c'est vrai qu'il y a un peu parfois cette idée de si ça sert pas à l'intrigue, ça a rien à faire dans ton scénario et ça a pu être un peu, l'occasion de discussions, frustrantes, on va dire. Parce que c'était ça aussi la deuxième partie de ma question, comment tu as réagi quand on t'a demandé est-ce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, une première partie de ta carrière où tu disais bon peut-être ok je vais me calmer entre guillemets ou est-ce que du coup tu discutes, est-ce que tu arrives à négocier pour surtout sur des scénarios où c'est des travaux d'équipe ou voilà. En fait, c'est le moment où il faut que je sois honnête. Quand je dis que je suis scénariste, je viens d'être diplômée. Donc, ce que j'ai écrit, c'était vraiment dans le cadre de ma formation pour l'instant. Donc, la plupart du temps, ça se négociait relativement bien avec les intervenants quand ils étaient disposés à écouter. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Et juste, j'ai eu l'occasion de... Ça se transforme un peu en règlement de compte, mais je vais assumer. J'ai eu l'occasion de passer ma soutenance donc il y a un mois à peu près, et donc il y avait un personnage non binaire dans le long métrage que je présentais devant le jury. Et chacun des membres du jury sont revenus sur le fait que mais la non-binarité, vous en parlez pas vraiment. Est-ce que vous fuyez le sujet et tout, et moi j'ai pas vraiment eu la place de répondre parce que le déroulé de la soutenance était particulier, mais donc voilà, je suis restée un peu sur une frustration de pas être dans le bon cadre aussi pour réagir, mais c'était un sujet dont j'avais beaucoup parlé avec la scénariste qui encadrait l'écriture de ce projet, et je me suis un peu heurtée face à... C'était pas malveillant vraiment du tout de la part des membres du jury, mais c'était vraiment on veut en savoir plus, on veut que vous en parliez. Ça se voulait bienveillant en fait, mais de fait ça détournait complètement du sujet de mon scénario. Oui, parce que voilà, un personnage bien, c'est forcément le nœud de l'intrigue, mais on va en reparler justement. Estelle, est-ce que alors, donc moi j'ai eu une expérience, un peu en dents de scie, parce que le premier roman que j'ai publié où il y avait un personnage bi qui était hyper visible, c'est Un éclat de givre, donc c'est du post-apo, très cabaret, borderline fantastique, pas glauque, même si parfois la vie est assez dure. Et donc, mon personnage principal, là, qui en plus à la première personne, c'est mon premier roman à la première personne, il s'appelle Chet, et tout de suite, vraiment, le public était là, au rendez-vous, c'est un perso qui a beaucoup plu, il y a eu plein de critiques super positives, et voilà, tout à fait naturellement. Et quelques romans plus tard, je vais faire de la dark fantasy, donc dans un monde tournant Moyen-Âge, Renaissance, très sombre, beaucoup de batailles, beaucoup de trucs militaires. Et là, comme je reste moi-même, je mets des personnages gays et lesbiens. Et franchement, après Un éclat de givre où tout s'était très bien passé, je pensais même pas que ça serait un sujet de polémique, quoi. Mais là, dans la dark fantasy, j'ai l'impression tout à coup, j'étais entrée dans un univers de mecs, des vrais, avec des gros muscles et des grosses épées. Donc là, tout à coup, ça posait problème. Et Bohème, ça a été, donc Les Seigneurs de Bohème, ce roman-là, ça a été mon premier roman vraiment polémique, avec vraiment des gens qui l'ont énormément défendu, donc merci à eux. Et vraiment plein de lectrices et de lecteurs qui ont été au rendez-vous, et c'était trop cool. Mais aussi les premières critiques vraiment polémiques, vraiment virulentes, que je me suis pris en pleine figure, et notamment là-dessus. Et là, j'ai eu l'impression, tout à coup, selon les genres, il y a des genres littéraires où on peut mettre des persos LGBT et ça pose pas de problème et c'est super bien accueilli. Mais il y en a certains, c'est encore un peu des boys club. Et là, tout à coup, quand on va mettre certains personnages, ça va faire des levées de boucliers auxquelles, très franchement, je m'attendais pas, quoi. Et un peu, c'est Naël, c'est ça qui vient de parler ? Je suis nulle en nom. Voilà, un peu comme Naël, en fait. Après avoir pris toutes ces critiques, justement, donc sur Les Seigneurs de Bohème, quand on a commencé très vite à parler d'une suite avec mon éditeur, et aussi parce que vraiment, il y a eu, par contre, plein de public qui a été là au rendez-vous. À mon niveau, le roman s'est vraiment bien vendu, donc ça, c'était vraiment cool.
Mais quand on a commencé très vite donc à parler de cette suite, eh ben, ce que je me suis dit, c'est que j'allais y aller encore plus là-dedans. Voilà. Parce que, voilà. parce que justement, ça faisait réagir et ça prouvait qu'il y avait un manque et qu'il y avait un besoin, quoi. Calo, toi, est-ce que tu as eu des expériences négatives à ce niveau-là ou des réactions surprises Alors, comme j'ai dit, j'aime beaucoup moins de nouvelles publiées et donc un public bien moindre, qui est surtout finalement soit des gens qui me connaissent personnellement, soit en gros le lectorat d'IBI, donc qui va chercher ça. Donc effectivement, c'est très très peu. Après, effectivement, quand j'ai fait lire certains textes à des moldus, ça mérite. Alors, c'était pas forcément négatif, mais par exemple, dans la première nouvelle publiée chez IBI, où il y a des personnages qui sont clairement non-binaires et la non-binarité du personnage principal est rabâchée un peu trop, je trouve, mais parce que je voulais être sûre que ce soit bien compris, il y a quand même des moldus qui l'ont lu en me disant « Ah, mais ça se voit que c'est un mec ». Donc, voilà, des fois, on peut en mettre des tartines et c'est quand même pas perçu. Mais bon, j'ai pas eu d'expérience... sinon de retour particulier, mais encore une fois dû à la petitesse de mon lectorat. Autant mieux. En tout cas, on te souhaite que les expériences restent positives. Shail, toi, est-ce que tu as des remarques, c'est pareil, sur le fait qu'il y a un peu trop d'arc-en-ciel dans tes BD? Je trouve qu'il y a eu une évolution sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas en bande dessinée, je parle que du milieu que je connais, c'était des topics qui étaient difficilement traitables. Déjà, la plupart des gens n'avaient pas le vocabulaire, tout simplement la linguistique pour parler de ces sujets-là. Donc c'était très compliqué de pouvoir exprimer ces choses-là. Quand j'étais plus jeune et que je pensais que je voulais parler ne serait-ce que de bisexualité, c'était quelque chose qui était très... Enfin, on disait de choisir, en fait. On disait de dire, soit le personnage est gay, concrètement, soit le personnage est hétéro, mais les gens vont se perdre. Mais en plus, je pense même pas que c'était... Je pense que c'est beaucoup de choix marketing, quoi. C'est des gens qui pensent que les gens sont trop bêtes pour pas comprendre, plus que réellement des critiques. Et dans les années qui ont suivi, donc jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas eu de gros stop là-dessus. J'ai eu des petites discussions sur devoir m'expliquer par rapport, en tout cas juste devoir, comme je sais, c'est peut-être Naël qui en parlait, de devoir expliquer brièvement, pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais comme on doit justifier n'importe quelle partie de scénario finalement. Et après, c'est aussi il y a deux choses, c'est un aspect de caractère, ça veut dire que je laisse très peu le choix à mes éditeurs de décider de comment vont être mes persos principaux. Et le deuxième, c'est la conjoncture elle-même qui fait que, même si ça fait encore râler, etc., on voit beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de bandes dessinées très pédagogiques là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de bandes dessinées et surtout de films et de séries et même de jeux vidéo parfois qui utilisent des persos qui ont des relations non hétéros ou qui ont des genres plus complexes que ceux dont on a l'habitude. Et je pense que même si encore aujourd'hui ça fait un peu râler, comme avec The Last of Us où ça fait râler parce qu'il y a une relation lesbienne, il y aura toujours des cons pour aller, mais en tout cas ça se crée déjà, enfin ça existe, alors qu'à l'époque, moi à mon époque, avoir un personnage gay, ne serait-ce que ça dans un jeu vidéo, c'était pas pensable. Et donc du coup je pense quand même qu'aujourd'hui on peut plus facilement, il faut taper du poing, mais en tout cas à part quelques éditeurs qui font un peu les relous, normalement ça passe plutôt bien. Tant mieux si ça évolue dans le bon sens. Juste Gabi, je peux me permettre un petit truc pour rebondir sur juste ce qu'on vient de dire. Oui, par contre, moi, du côté des éditeurs en imaginaire, vraiment, j'ai jamais eu de problème. Au contraire, quoi. Voilà, enfin, il y a une... Là-dessus, les éditeurs dans les littératures de l'imaginaire sont vraiment super cool. Donc, je tiens à le souligner. C'est vraiment côté éditeur. C'est bien parce qu'on a souvent des questions là-dessus. Voilà, c'était... Ok, tant mieux. Du coup, j'avais une autre question, puisque tu parlais de littérature de l'imaginaire, c'est parfait, ça me fait une magnifique transition. C'est vrai qu'on a l'habitude, souvent, notamment avec l'essor de la littérature MM, souvent les gens qui ne connaissent pas grand-chose se disent la littérature avec des personnages LGBT, c'est forcément de la romance. C'est le genre où effectivement on a le plus le réflexe d'aller chercher la représentation pour un tas de raisons
qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans cette table ronde. Et il y a eu des tables rondes sur le sujet pendant le week-end. Mais vous, il n'y a aucun d'entre vous qui écrit spécialement de la romance. Parfois, c'est un élément de l'intrigue, mais c'est pas des genres que vous explorez particulièrement. Pourquoi être un peu sorti, on va dire, de cet espace un peu cloisonné où il y a des éditeurs qui sont dédiés à faire des fictions LGBT. Pourquoi être allé chercher dans d'autres genres? Moi, j'ai commencé par écrire de la fantasy, donc en fait, le fait que les personnages soient devenus LGBT, c'était plus un processus au fur et à mesure de ma croissance, de ce que je découvrais de mon identité et de ce qui m'intéressait. Et ouais, je crois que je préfère raconter des histoires avec des épées magiques et des enquêtes et de la magie et tout ce qu'on veut. Et en fait, le fait que les personnages soient LGBT peut être important, mais c'est pas ce que je veux raconter principalement. Et donc, finalement, c'était plus un glissement naturel de ce que j'aimais lire vers ce que je voulais écrire. C'est le genre qui est venu en premier finalement, et après. Totalement. Ouais. Du coup, Estelle. En fait, moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je viens des cultures de genre, au sens culture de l'imaginaire, au sens cinéma de genre. Donc j'ai fait moi aussi une école de scénario, mais il y a un peu plus longtemps. Et là, pour le coup, le fait que je fasse du genre, ça, c'était pas hyper bien vu forcément. C'était ça qui était plutôt mal vu par certains à l'époque. Je pense que c'est en train de changer. Après, moi, j'en suis sortie il y a plus de 10 ans. Donc. Et vraiment, voilà, pour moi, faire du fantastique, de la SF, du post-apo, ou aussi j'aime bien l'historique et j'aime bien des trucs assez sombres, c'est vraiment les genres qui me définissent en tant qu'autrice. Et après, le fait que dedans, il y ait des personnages LGBT, au départ, pour moi, c'était juste naturel parce que j'aime bien quand les genres, ça ressemble à la vraie vie, quoi. Et c'est vrai qu'une certaine branche de la fantasy, où en gros, on a que des mecs blancs, hétéros ou solitaires qui vont changer le monde, au bout d'un moment, ça manque quand même simplement, au-delà même de manquer de diversité, ça manque bêtement de réalisme. Moi, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à... Puis c'est pas intéressant, quoi. Et donc, c'est un peu naturellement pareil que simplement, voilà, j'écris de l'imaginaire, j'écris du genre, et il y a des personnages LGBT dedans parce que voilà, comme dans la vie, quoi. Et aussi, certaines de mes grandes références en imaginaire, moi, pour le coup, la romance, j'en avais même jamais lu avant de rencontrer des auteurs de romance en salon, c'est dire. Et des autrices de romance super cool en salon, mais vraiment, c'est un genre que je connais pas du tout à la base. Et par contre, dans mes fondamentaux en imaginaire, il y a justement des livres avec déjà des personnages LGBT très présents. Il y a Francis Berthelot, qui est une très grande référence en imaginaire français. Si vous ne connaissez pas, franchement, je vous conseille Rivage des Intouchables ou Tout le rêve du Démiurge, qui sont des super beaux bouquins. Et il y a donc là, qui a maintenant une réédition française récente, Hélène Keuchner, avec À la pointe de l'épée. Et À la pointe de l'épée, qui est un super beau roman de fantaisie sans magie, avec des personnages sublimes, et une suite qui est encore plus géniale, dont j'espère qu'elle pourra être traduite en français un jour. Donc voilà, moi, mes références d'imaginaire, de toute manière, elles avaient déjà aussi des personnages LGBT dedans. C'est vraiment venu naturellement, en fait. Et du coup, Calo, je sais que toi aussi, tu fais pas que de la fantasy, tu fais de la SF, tu fais d'autres genres. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi là-dessus Alors, bon, j'ai rien contre la romance, au contraire, j'en mets très très souvent. Il y a souvent de la romance dans ce que j'écris, mais qui est pas forcément centrale, ou parfois centrale, mais il n'y a jamais que ça. Et je pense que je supporte pas de faire plusieurs fois la même chose. Enfin, c'est ce que je fais, bien sûr. Il y a toujours des schémas qui se répètent. Il y a comme chez tout le monde, je pense. Mais quand j'ai fait quelque chose dans un genre particulier, j'ai envie de faire autre chose après. Et ça me frustre beaucoup, en fait, quand j'écris, de me dire ah non, c'est la même chose que j'ai écrit là, il y a 6 mois. Non, j'ai envie de faire autre chose. Donc, même si je faisais de la romance, je pourrais en faire une fois. Et puis après, je voudrais faire autre chose. Donc, je pense que c'est plutôt... moi, j'aime bien mélanger des genres. Et je pense que je me rends peut-être pas bien compte à quel point les personnages LGBT sont associés à la romance, parce que
bah, pourquoi pas, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses dans la vie que la romance. C'est bien la romance, mettons de la romance, mais mettons de la bagarre aussi, et puis on peut mettre les deux en même temps. J'aime bien mélanger des trucs. Voilà. Ok, oui, on peut mettre de la romance et de la bagarre, il n'y a pas de souci. Shail, du coup, toi, comment ça fonctionne Parce que ça parle pas mal d'amour quand même aussi dans certaines de tes BD, mais pas que. Pour moi, le principe de mettre des persos LGBT ou queer c'est de deux choses différentes. C'est la première, effectivement, il y a bien sûr, c'est important, j'essaie dans mes BD depuis de mettre des choses qui sont, par exemple, si je fais des récits contemporains, d'être crédible. Ça veut dire que quand on dessine de la bande dessinée, c'est un des problèmes, c'est qu'on trouve un type de perso, un graphisme, et finalement, beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD se retrouvent à dessiner les mêmes héros un peu blancs, un peu jeunes, un peu machin, un peu BG, etc. Et finalement, quand on commence à vouloir parler par exemple de groupes de potes ou de choses comme ça, il suffit juste de regarder nos groupes de potes qui sont très variés, donc comme je m'inspire beaucoup des sentiments et des choses que je vis, des fois je me dis je fais des clins d'œil à des potes ou des choses comme ça ces personnes-là vont pas spécialement être hétéros ou pas spécialement être blanches ou pas spécialement être ceci, cela. Et l'autre chose, c'est un truc de finalement, il y a beaucoup. On nous dit souvent, par exemple, qu'effectivement, il faut faire attention quand on écrit des personnages qui ne nous concernent pas, parce qu'on peut facilement être maladroit. Et je pense que prendre des personnages qui sont très queer et qui le portent avec insolence, ça me permet de parler de ce que je connais. En fait, j'aurais du mal. C'est quelque chose de basique, mais effectivement, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que dans quasiment toutes les bandes dessinées que j'avais faites, par exemple, quasiment tous les personnages principaux étaient en général bi ou en tout cas n'étaient pas hétéros. Et en fait, c'est parce que juste que c'est ce que je connais et je trouve ça plus sain peut-être d'écrire sur des choses qu'on connaît vraiment, ou alors dans ce cas-là, il faudrait que je me renseigne. Et des fois, j'y pense. En fait, je me dis, par exemple, être peut-être pas dégoûté, mais vraiment avoir aucun désir pour un genre. Il faut être sincère, je saurais jamais ce que c'est du coup de fait, et de même que des gens hétéros ou même des gens cisgenres sauront jamais ce que c'est qu'être une personne trans. C'est une sorte d'humilité de me dire oui, mais moi je saurais jamais ce que c'est qu'être vraiment hétéro. Quand je vois des gens, même des potes, vraiment avoir un rejet très fort d'un genre, je l'entends, c'est leur vie, mais c'est quelque chose que je pourrais jamais vivre et que je pourrais jamais expérimenter. Et donc de ce fait-là, forcément, les personnes que je vais développer vont être assez proches de la personne que je suis. En tout cas, les personnages principaux. C'est intéressant, c'est un point de vue qu'on entend assez souvent finalement, de dire « Oh, mais je comprends pas tant que ça les hétéros ». Mais par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est ce que tu viens de dire sur l'insolence d'avoir ces personnages qui existent et qui sont flamboyants et qui sont là. J'allais justement vous poser une question là-dessus à tous. C'est, vous avez souvent des personnages comme ça qui sont pas cis, qui sont pas hétéros, qui existent et qui ne prennent pas le temps de prendre le lecteur par la main et de leur dire bon alors je vais t'expliquer pendant une page c'est quoi mon identité, c'est quoi ma sexualité. Mais parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on voit parfois dans des ouvrages qui veulent un peu pédagogiques, notamment en jeunesse. Vous le faites pas, mais je trouve ça intéressant justement quand on parle de normalisation. Comment est-ce que vous faites quand même pour présenter les informations à votre public pour qu'elles comprennent quand même qui sont vos personnages sans avoir à expliquer c'est quoi la non-binarité en mode Wikipédia, on va dire. Naël? Je dirais que pour la sexualité, c'est peut-être le plus simple parce que c'est assez. On la performe peut-être de manière assez évidente. Dans la fiction, le cas le plus évident, c'est de mettre une romance, mais je pense que l'attraction ou l'absence d'attirance d'ailleurs sexuelle et romantique peut assez simplement se verbaliser. Pour le genre, je prétends pas avoir de solution parce que c'est plus compliqué. Je pense qu'on est obligé d'en parler. Alors du coup, peut-être en passant plus par l'intériorité du personnage pour éviter les 2 pages de pédagogie que tu mentionnais. Et après, je sais pas, ça peut aussi être intéressant de partager les questionnements d'un personnage sur son identité.
Donc c'est une autre option. Ouais. Parce que tu parlais justement de ton film de fin d'études où apparemment tu avais un personnage non binaire, si je sais bien, qui du coup est binaire et vit sa vie en tant que personnage, et on t'a fait remarquer que finalement c'était pas un sujet que tu abordais tellement, donc en fait, mais qui a quand même été perçu par le jury, si Oui. tu l'ont fait remarquer. Donc comment est-ce que tu avais abordé le travail de ce personnage par exemple? En fait, le film tournait beaucoup autour de la notion de la parole, et donc c'était très via le langage employé, les facilités de. Enfin, le personnage utilisait le pronom il, et du coup, ça se cristallisait beaucoup là-dessus. En fait, l'usage de ce pronom était à peu près normalisé dans disons, le cercle de personnages principaux. Et donc, il y avait un petit peu de conflit qui pouvait se créer avec les gens qui étaient extérieurs à ce groupe-là. Donc, je veux dire, c'était quand même là, et c'était là, voilà, via la parole, ce qui était le plus simple et le plus pertinent aussi dans le cadre du film. Oui, dans l'utilisation des néopronoms, et qui finalement est compréhensible par le public si tous les personnages utilisent le pronom Yel. En général, le public arrive à comprendre ce qui se passe. En tout cas, je ne sais pas si c'est ton expérience ou s'il y avait vraiment des gens qui étaient perdus à cause de l'usage de ce Non, pronom. ça allait, non, ça allait. Donc voilà, a priori, c'est pas si compliqué finalement. Les gens comprennent à peu près quand on raconte des histoires, ils arrivent à suivre. Estelle, toi, est-ce que, voilà, c'est pareil pour certains personnages, ils ne mettent pas spécialement des mots sur leurs identités, et pourtant on les perçoit. Comment est-ce que tu travailles cette question? En fait, un peu comme je travaille le reste de mes bouquins, et c'est-à-dire j'essaye toujours de faire que les choses arrivent de manière organique dans l'histoire. Et pour ça, il y a deux choses qui sont un perdu, peu. je crois. Quoi? Allô? Allô? Ah. Non, moi j'entends bien. C'est bon là? Ouais. Oui, c'est bon. Je suis revenue. Ok. Donc, ouais, je disais, en fait, il y a vraiment deux choses qui sont un peu à la base de mon écriture. C'est vraiment faire de la focalisation interne. Donc, toujours me mettre dans la peau des personnages, dans la carcasse des personnages, mettre le lecteur, la lectrice dans la peau des personnages. Et faire donc tout ce qui est le show don't tell. Donc, c'est vraiment des trucs basiques, mais en gros, faire vivre, faire ressentir la même chose que le personnage. Faire découvrir un monde, un personnage, une histoire au travers vraiment du ressenti de l'action, et pas en explicitant les choses. Et en fait, voilà, c'est juste, donc on va suivre par exemple le Sigalite d'Amboen, qui va tout à coup, donc au fin fond d'une geôle de prison, rencontrer cette autre femme, on va voir ce qu'elle va ressentir et tout, et c'est censé, en fait, si ça marche, c'est naturel, quoi. Voilà, enfin, c'est vraiment ça, c'est la base du show don't tell, qui est pas, comment dire, qui est quelque chose d'hyper connu, mais qui est hyper connu pour une raison, parce que ça permet simplement en tout cas, d'essayer de faire vivre les mêmes choses au lecteur qu'au personnage, plutôt que de faire justement des grands pavés d'explications qui, pour moi, en tout cas, sont pas l'expérience que je veux faire vivre aux gens qui lisent mes livres. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Ah. Pour moi, c'est clair. Il n'y a pas de souci. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs. Je les ferai remonter. Calo, toi, je sais que tu as plusieurs nouvelles où tu jouais un peu justement sur les codes d'écriture. Comment est-ce que tu as abordé ça? Tu as abordé ça de plusieurs manières différentes. Oui, effectivement, ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Naël avec l'utilisation du pronom Yel de manière naturelle, tout simplement pour faire comprendre que le personnage est non-binaire, dans le spectre, dans le parapluie non-binaire. Effectivement, il y a plusieurs moyens de l'écrire. Dans la nouvelle Panthère et Paillettes, il y a le personnage principal que j'ai pas genré de tout le long. D'ailleurs, c'est très compliqué. Et ceux qui ont essayé savent de quoi je parle. Mais c'est une manière de faire. Après, c'est vrai que ça suffit pas forcément pour des lecteurs moldus, on va dire, parce qu'effectivement, ils vont forcément projeter un moment, tant qu'ils le remarquent. Il y a des lecteurs, tant qu'ils ne le remarquent pas, tant que c'est pas souligné, qui vont forcément projeter un genre dessus. C'est pour ça, c'est cette nouvelle-là où on m'avait dit que
il y avait quelqu'un qui l'avait lu qui m'avait dit mais ça se voit trop que c'est un mec, et j'étais extrêmement interloquée parce que j'ai pas fait que ça, j'ai quand même beaucoup insisté sur le fait que le personnage ne se sentait ni homme ni femme, trop à mon goût. D'ailleurs, j'aurais aimé le faire moins, mais je voulais être sûre que ce soit compris, et c'était quand même pas le cas de tout le monde. Après, dans ma dernière nouvelle, Les Adelphes, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, là, c'est de la SF, et il y a une espèce d'extraterrestres qui n'ont pas de genre, c'est comme ça, c'est dans leur... voilà, ils n'ont pas, chez eux, il n'y a pas de genre, enfin, il n'y en a qu'un seul. Et de manière naturelle, j'en parle pas du tout dans l'histoire, c'est juste qu'ils sont genrés différemment. Bon, là, j'ai inventé, moi aussi, j'ai inventé un peu la manière dont ils étaient genrés. C'était d'ailleurs extrêmement compliqué à corriger. Mes textes sont souvent extrêmement compliqués à corriger. J'ai beaucoup de peine pour les gens qui me corrigent. Et ça a été publié dans un recueil de SF qui n'est pas du tout axé LGBT. Dans les nouvelles qu'il y a, je crois qu'il y en a une autre où il y a vite fait un personnage bi, mais pareil, c'est pas du tout attardé, c'est juste comme ça passe. Et j'ai remarqué, tiens, il y en a un autre, mais sinon, ça n'a apparemment pas du tout dérangé. Dans les retours que j'ai eus pour les corrections, enfin si, les retours que j'ai eus pour les corrections, c'était c'est affreux ce truc que vous nous avez pondu, corrigez-vous parce que non seulement vous inventez un genre n'importe comment, mais en plus vous faites vous avez des problèmes avec les accords de manière générale. C'était affreux à corriger. Mais à aucun moment ils m'ont dit pourquoi, c'est super bizarre, ça n'existe pas en français. Enfin, j'avais l'impression que c'était plus. Je suis partie voilà, j'ai posé le postulat que ces extraterrestres, ils ont pas le genre masculin et féminin, ils ont un autre genre, ils en ont qu'un seul. Pour eux, ça n'existe pas le masculin et le féminin. C'est comme ça, on parle d'eux comme ça. Les humains qui les côtoient depuis longtemps, donc ils ont l'habitude de parler d'eux comme ça. On n'aborde pas la question dans la nouvelle, c'est pas le sujet de la nouvelle, c'est comme ça. Et c'est passé. Donc voilà, des fois ça passe. Voilà. Tant mieux. Du coup, Shail, toi, est-ce que il y a aussi, par le support visuel, il y a des choses que tu arrives à faire passer, du coup, sans avoir à expliquer, notamment sur la présentation de tes personnages et à quoi ils ressemblent, sur leurs identités diverses. Pour moi, déjà, effectivement, il y a la facilité du graphisme qui fait que comme j'ai un dessin plutôt minimaliste, les persos peuvent très souvent être ambivalents et ambivalentes, et on ne se pose pas vraiment la question, effectivement, puisque le graphisme permet cette simplification littérale, quoi. C'est-à-dire que c'est 2 points et un trait, donc c'est facile d'imaginer le genre qu'on veut. Et je sais pas pourquoi... En fait, je me verrais mal faire de la description de ces choses-là, mais presque par comment dire ça, pas par provocation, mais parce que on est en 2020, quoi, et du coup aussi je pense qu'on a passé l'ère de s'excuser de ça, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de récits quand j'étais ado qui présentaient les personnages LGBT queer comme tu vois, presque ils devaient dire non, mais en fait je t'explique, c'est un peu plus compliqué, et ça donne une aura assez pathos à des persos, et ça marche pas quand on veut faire des personnages qui sont très pestes ou très très marrants, qui sont très flamboyants comme tu as dit. Et dans ce cas-là, on peut pas passer son temps à perdre des pages, surtout en BD, à expliquer tel ou tel truc. On est en 2020, je pense que aujourd'hui, on a entre guillemets la chance de la plupart des terminologies associées à la culture queer sont connues du grand public. Il y a toujours des gens pour faire de la mauvaise foi, mais quand on montre une personne trans, quand on montre une personne bi, je pense que une majorité des gens voient ce que c'est. Après, il y a des gens qui tolèrent pas ça parce que voilà, ils sont nuls, quoi. Mais après, ça, j'écris pas pour les nuls, donc tout va bien. Et du coup, ça peut passer par des outils assez simples. Effectivement, je sais plus qui le disait. Écrire avec des mots épicènes, ça veut dire toujours. Je crois que c'est un peu le cas dans Grenadine, c'est que comme le perso a cette ambivalence. J'essaie de mettre le moins de mots possible qui fassent référence à lui ou à elle. Il y a aussi un peu ça dans l'autre livre que j'écris chez Delcourt. C'est que j'essaie de trouver toujours des tournures de phrases où la conjugaison se fait pas spécialement, donc avec le participe avoir.
Désolé de faire un cours chiant. Mais du coup, c'est ça. En plus, je trouve ça rigolo de faire cet exercice-là parce que ça prête à trouver des phrases, etc. Et le truc, c'est que c'est pas. Je sais que beaucoup de personnes. En fait, c'est pas mon but de me gargariser non plus, quoi. De me dire. Quand je fais des persos, même s'ils me racontent indirectement, c'est pas mon but de m'étaler et de dire regardez-moi et regardez tout ce à quoi je pense, quoi. Je pense que mon but premier, c'est de raconter des histoires cool ou qui font marrer. Et après, forcément, je me fais confiance pour que mes principes de vie ressortent, même sans les développer, quoi. De même que, je sais pas, j'aime pas, je sais pas, le capital, j'aime pas le capitalisme, et je fais pas d'œuvre politique en disant voici comment il faudrait consommer. Les persos sont des espèces toujours d'archétypes hyper libres et hyper punk dans ce qu'ils font. Et ça parle de soi-même, quoi. Je pense que les gens qui vont lire ça ne sont pas surpris, quoi. Si on lit des œuvres qui sont, entre guillemets, radicales, on s'attend à avoir des choses qui sont présentées telles quelles et on va pas nous prendre par la main. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. En tant qu'artiste, je suis pas professeur en sociologie, c'est pas mon but de prendre les gens par la main. Il peut y avoir des persos qui se posent des questions et du coup s'expliquer parce que les persos se posent des questions, mais c'est pour les persos, c'est pas pour le public, quoi. Et s'il y a des gens qui s'y retrouvent et qui avaient besoin de cette information-là, tant mieux. Mais en tout cas, c'est pas du tout le but, quoi. Oui, Donc, voilà. Pardon. Oui, je comprends effectivement, et c'est quelque chose qui est assez classique, enfin qui est assez chouette dans ce que vous faites. Du coup, j'avais une autre question justement aussi après, c'était sur la façon dont vous utilisez l'humour. Donc vous utilisez l'humour dans vos œuvres parce que c'est une caractéristique que vous avez un peu en commun. Alors vous faites pas des textes humoristiques forcément, c'est pas genre label qu'on mettrait sur vos œuvres, Naël un peu plus quand même. Mais il y a souvent des pointes d'humour quand même. Est-ce que c'est lié au fait de représenter des personnages qui sortent un peu de la norme et de vouloir casser cette image que être LGBT c'est super triste? Du coup, Naël, si tu veux commencer. J'imagine que ça aide d'utiliser l'humour, puisque oui, de fait, on s'évite un peu les poncifs du pathos et de tout qui va mal, tout qui finit mal et tout qui se fait dans la souffrance par rapport à son identité. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai conscientisé dans l'écriture. Un peu de la même manière que j'en suis venue à la fantasy, j'en suis venue à accepter que l'humour était quelque chose qui me plaisait et qui était pas, en fait, qui excluait pas toutes les autres choses que je voulais traiter, toutes les autres options. Donc c'est peut-être un peu plus de la cohabitation. Après, au fur et à mesure de mes textes, je me demande s'il n'y a pas. C'est-à-dire que l'humour, il y a aussi ça peut permettre un entre-soi, et je me demande si c'est pas potentiellement une manière de se protéger aussi des personnes transphobes, homophobes, enfin, disons queerphobes de manière générale, que de créer un. C'est-à-dire qu'on désarme avec l'humour si on traite par l'absurde ou par le ridicule et ce qui est contre nous, contre nos identités. Je pense qu'on évite une partie du conflit puisque on exclut les gens auxquels on veut pas avoir affaire de notre œuvre finalement. Ouais, c'est une jolie façon de faire un pied de nez. Alors, Estelle, je pense plutôt à un éclat de givre, forcément, sur la question de l'humour, même si le monde n'est pas très joyeux, mais Chet, c'est plutôt un personnage qui est assez marrant. Après, moi, c'est plus, pour le coup, vis-à-vis des littératures de genre, ou dans les littératures de genre adulte. Je fais quand même des univers qui sont assez durs, assez sombres, et pour moi, un univers, il est simplement varié. Et cette variété d'émotions, ça fait partie de toutes les variétés, en fait, que je veux mettre dans mes univers, simplement. Et ça arrive dans cette idée de ne pas faire ni des personnages, ni des univers, ni des castings monoblocs, parce que déjà, je trouve ça beaucoup moins riche, beaucoup moins intéressant, et puis juste, j'y crois pas, quoi. Donc voilà, c'est... Et en plus, Chet, il est vraiment beaucoup venu de mes années de théâtre.
parce que je faisais du théâtre avant l'école de scénario, tout ça. Et justement, de tout un côté cabaret, de toutes les références qu'on avait à cette époque, donc dans les troupes où je traînais, et où effectivement, il y avait aussi toute cette galère des troupes de théâtre et tout, et pareil, quelque part, c'est venu de toute cette ambiance-là, mais en fait, tout se mélange vraiment, voilà, donc c'était pas une volonté particulière, voilà. Mmh. Du coup, Calo, toi, il y a particulièrement Panthère et Paillettes qui a pas mal d'humour, pas forcément tous tes récits, aussi on pense à Le Temps de New York qui est un ton très parodique. Est-ce que c'est lié au fait d'avoir une représentation LGBT puisqu'il y a quelque chose un peu comme Naël, ou est-ce que c'est plus lié à d'autres choses comme Estelle? Alors, je pense pas qu'il y a un rapport avec le fait que ce soit des représentations. Et puis, je fais pas vraiment exprès de faire de l'humour, en fait. Moi, je considère effectivement que parmi les nouvelles que j'ai publiées, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment humoristique, effectivement, c'est Panthère et Paillettes. Mais en même temps, j'ai bien conscience que, objectivement, j'ai conscience que pour les gens, je pense qu'il y en a une seule qui n'est pas humoristique, c'est les Adelphes, et les autres seraient plutôt considérés comme humoristiques. Mais avec Le Temps de New York, par exemple, moi, je voyais pas du tout ça comme humoristique. Moi, je voyais ça, j'essayais de dépeindre un univers plutôt sombre, et en mettant un petit peu de pointe d'humour pour que ce soit plus léger. Et en fait, j'ai l'impression que ça a été perçu comme vachement drôle. Bon, c'est un truc que je maîtrise pas. J'utilise l'humour comme j'utilise d'autres émotions, parce que pour moi, quand on raconte une histoire, c'est important pour faire passer des messages. C'est comme ça qu'on raconte des histoires, en utilisant les émotions. Et oui, non, les choses que je fais finissent par être perçues comme humoristiques. Bon, d'accord, je pense que je vais l'accepter, je vais l'accepter, mais c'est pas forcément mon intention. Mais pour revenir sur ce que disait Naël, sur le côté de l'humour comme protection, c'est que ça me fait penser à ce que disait à ce propos la grande philosophe Nathalie Wine de la chaîne ContraPoints dans sa vidéo The Darkness, que j'ai regardé plein de fois. Oui, effectivement, utiliser l'humour, c'est un moyen de faire passer d'exprimer en dédramatisant justement des émotions négatives. Et en ce qui me concerne, je pense que ça n'a pas directement un rapport avec l'aspect queer, mais je pense que ça a plus un rapport avec, disons, des problématiques qu'on retrouve aussi globalement dans ce que je fais, parce que c'est des problématiques sur lesquelles je passe beaucoup de temps à réfléchir, c'est-à-dire ce qui est plus largement, plus philosophiquement, sur des questions d'identité et de communication. Et l'utilisation de l'humour, ça permet peut-être d'exprimer des émotions qui, si elles étaient exprimées de manière sérieuse, auraient l'air trop sérieuses, je suppose. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Et pour toi, Shail, c'est vrai que tes personnages sont à la fois assez vénères et assez drôles. Voilà, ils sont punk, quoi. Comment est-ce que tu gères ça, cet équilibre d'où ça vient Pour moi, déjà de base, avant même de parler de culture queer, le drama, moi, m'intéresse pas trop parce que je trouve qu'on sous-estime assez l'humour et la comédie de manière générale. Pour moi, si on me demandait ce que je faisais, je dirais d'abord que c'est de la comédie. Et le drame, en tout cas, il y a quelques exceptions, mais en général, c'est plus facile de faire chialer dans les chaumières que de faire rire, quoi. Parce que finalement, chialer dans les chaumières, on met c'est une petite fille, elle est pauvre, elle a perdu ses enfants, et elle pleure, et elle a faim, et tu mets un coup de violon si c'est un film, et les gens vont pleurer, parce qu'on est humain, en fait, et on voit des gens souffrir, pleurer, et l'humour, personne n'a le même humour, c'est très, très contextuel, ça dépend des sociétés, ça dépend de plein de choses, de nos vécus respectifs. Donc déjà, c'est quelque chose que je trouve plus intéressant à développer. Et ensuite, principalement dans la culture queer, voilà, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de livres qui soient très pédagogiques et très sérieux et qui montrent les difficultés qu'on encourt. Effectivement, c'est une manière de désinvisibiliser, si je peux le dire, un très moche mot, de dire, ouais, regardez, finalement, encore aujourd'hui, quand on est gay, quand on est une personne trans, quand on est... peu importe, on a encore des phrases chiantes, parfois des agressions et tout. Et je comprends vraiment qu'il faille le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une surreprésentation de ce genre de récit qui... Enfin, moi,
enfin, ça fait un peu comme si on passait notre vie à être moins et à pleurer dans un coussin. Et pour moi, mon identité, donc le fait d'être queer, le fait d'être bi, enfin, c'est avant tout et principalement, même si ça a mis du temps, c'est avant tout et principalement de la joie. Et ça me ravit de pouvoir être ambidextre du cul et mettre qui je veux dans mon lit. Et ça me ravit de pouvoir m'habiller comme je veux. Et ça me procure plein de joie et plein de trucs cool que j'essaye de mettre là-dedans. Et j'ai l'impression que ça manque un petit peu, mais du coup, je me suis engagé là-dedans déjà parce que c'est mon caractère, mais parce que, très sincèrement, je vais pas citer personne, mais j'en avais marre de lire dès que je voyais un sujet qui était un peu effectivement sur le genre, sur la sexualité, où je me disais, tiens, hypothétiquement, je pourrais m'y reconnaître, et ben, c'était un peu la grosse chialade, et même si c'est des choses bien, bah, ma vie, c'est pas un bol de larmes, quoi. Et du coup, je trouve on a le droit d'être ça, qu'on a le droit de se marrer, on a le droit d'être irrévérencieux et irrévérencieuse. Et j'ai vraiment, c'est presque une phobie, mais le truc de, je veux pas être la bonne petite queer parfait, quoi, qui est là, qui explique tout. Enfin, les gens sont pas comme ça, quoi. Les gens sont des fois un peu bruts, sont un peu marrants. Ils aiment parler des fois de cul, des choses comme ça. Et je vois pas pourquoi juste le fait d'avoir un genre ou une sexualité différente me refuserait ça, quoi. Et cet humour, qui est effectivement, tu l'as dit, un peu vénère, et pas que sur le genre, mais aussi, c'est bien sûr qu'il y a rien de plus stylé que de se moquer des cons, quoi. C'est vraiment trop marrant. C'est vraiment la meilleure arme. C'est genre, si quelqu'un vous saoule, rigolez-lui à la gueule. C'est vraiment, il y a pas mieux que ça. C'est non violent et en même temps, ça va le mettre dans des états de rage pas possible. Et c'est ça, quoi. Les moqueries que font mes persos. Alors pour le coup, c'est 100% les moqueries que je fais moi. Quand je me moque des gens qui sont bien, qui ont peur en fait, qui ont peur de n'importe quoi, qui pourrait ne pas être eux ou elles. La moquerie leur permet de dire, et j'ai déjà des cas de gens qui m'ont dit, oui, franchement, en lisant tes trucs, bah c'est pas une critique ou c'est pas de la pédagogie, quoi. C'est juste de passer le tableau supérieur, de dire, bon, écoute, on est en 2020, pardon, t'es gentil coco, et cette irrévérence là, c'est pour moi une manière hyper intelligente de s'affirmer, quoi. Genre l'humour, quand c'est bien fait, c'est le truc que je trouve le plus, je trouve ça hyper beau, quoi, de pouvoir dire que des gens rigolent à mes strips, par exemple, qui parlent 3 fois sur 4 de cul pas forcément hétéro. Et ça me fait marrer parce que la plupart de ces gens-là, il y a même des gens dont je sais qui sont pas forcément ouverts à ces questions-là. Ouais. Et c'est ça, quoi. C'est que finalement, si on te dit, bah regarde, ce truc-là est vraiment ridicule, qu'est-ce que c'est ridicule? Les gens d'eux-mêmes vont se dire, ok, j'ai pas envie d'être ridicule, et ça va les faire marrer. Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est très violent, mais avec douceur, quoi. C'est vraiment asséner ça aux gens, leur disant, mais tu te rends compte de ce que tu dis, en fait. Et dans la vie, c'est comme ça que je réagis, quoi. C'est de montrer par l'exagération l'absurdité des choses. Et c'est trop bien quand t'es toi-même une personne queer, quand t'es toi-même une personne minorisée par ta couleur de peau, par ta sexualité, par tes choix de vie, par ton régime alimentaire, par ce que tu veux, par la forme de ton corps. Bien sûr que ça peut être vu comme une douleur, mais c'est aussi un truc hyper fort où tu peux dire aux gens, ah mais j'ai ce truc-là et ça me forge et t'y peux rien. Et il y a rien, enfin pour moi l'humour, quand on peut blaguer de ça, c'est qu'on sait parfaitement qui on est, quoi. Et voilà. Et du coup, ça permet de pas s'excuser et pas de faire une énième BD qui va vous dire non mais je vous explique, en fait je suis gay mais je suis un peu comme vous, machin. Oui, c'est bon. Franchement, je vais pas m'excuser auprès de toute façon, les gros cons vont pas t'écouter. Les gros cons vont jamais t'écouter, donc avance, quoi. Et avance et voilà. Après, encore une fois, voilà, on parle dans l'art. Dans la vraie vie, je comprends que des fois on soit triste et que des fois on ait besoin de pleurer et de se livrer. Mais dans un récit où tu vas mettre 1 an pour le faire, si c'est vraiment que de la chouine, et en plus souvent c'est pas toujours sincère, du coup ça me gonfle un peu, voilà. Ceci dit, c'était d'ailleurs aussi un peu le sens de ma question, parce que vous avez ces récits qui sont souvent avec une pointe d'humour ou de légèreté, ou en tout cas pas du drame où c'est oh mon dieu c'est trop triste d'être gay. Et pourtant, c'est pas non plus complètement invisible en général la question des discriminations. Voilà, c'est pas quelque chose qui est passé sous silence, comme si, voilà, d'un coup de baguette magique avec de l'humour, on effaçait totalement l'homophobie, la transphobie, etc. Comment est-ce que
vous dosez ça pour arriver à parler quand même de ce qui est une partie de la réalité d'être queer aujourd'hui, sans effectivement basculer dans le drame le plus terrible. Du coup, Naël, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu peux développer? Ouais, moi je crois que ça dépend vraiment des récits. C'est vrai qu'il y en a où j'ai juste envie de raconter, je sais pas, une histoire de quête et de vieille chevalerie, qui est en bout de course, et donc des fois, j'avoue que j'opte, pour une forme d'esquive, de ces questions de discrimination qui est pas forcément consciente, mais c'est vrai que des fois j'en parle pas juste parce que ça s'y prête pas, ou parce que j'ai moyennement envie. Je l'aborde jamais, je pense, frontalement, ou rarement. Il y a plus l'idée que de toute façon nos personnages, queer, leur existence va quand même, être en partie conditionnée par leur identité, pas du tout c'est pas ce qui c'est pas du tout ce qui les définit, principalement, mais ça va être là et ça va jouer dans leur interaction avec les autres. Donc c'est vrai que ça passe beaucoup par, comment vont se positionner autour les autres personnages, quel est le regard qu'ils vont pouvoir porter, quels sont les conflits qui vont pouvoir, naître, ou pas de l'identité des protagonistes, queer. Et il y a pas une méthode, et je suis convaincue qu'il faut pas du tout, c'est ce que Shai disait aussi, que je veux dire les expériences négatives font partie, aussi de la vie, quoi, et de nos vécus potentiellement, et qu'il faut pas s'interdire d'en parler, mais c'est, il y a d'autres moteurs, au récit, et c'est du coup ça va plus être, de toute façon, je crois, annexe dans mes textes, et c'est la manière de gérer qui me convient le mieux. Oui, hein, c'est tout à fait légitime d'avoir ça de temps en temps. C'est pas un thème obligatoire, ça vient de temps à autre. Estelle, toi, c'est pareil, il y a certains personnages qui font quand même, qui sont pas forcément très bien accueillis dans leurs identités sexuelles ou de genre, mais pour autant, c'est pas uniquement par ça qu'ils sont définis. Comment est-ce que tu travailles ça? Alors, déjà, moi, aujourd'hui, c'est pas une période dont je parle beaucoup. C'est-à-dire, c'est plutôt le passé ou l'avenir, souvent mes bouquins. En fait, c'est un peu, je pense, voilà, comme disait Naël, il y a une question d'équilibre à trouver. Et puis, quand je m'inspire d'une période historique, comme par exemple donc la Renaissance, surtout en Europe de l'Est, pour les seigneurs de Bohême, déjà, je vais bêtement faire plein de documentation historique. Voilà, c'est une des bases. Après aussi, c'est notamment suite au Seigneur de Bohême, donc mon premier gros de fantaisie historique, j'ai eu beaucoup de conversations, notamment en salon, avec plein de gens qui m'ont pas mal fait réfléchir encore plus sur tous ces sujets, et notamment sur quelque chose que il y a déjà plusieurs qui ont abordé ici, c'est un peu l'obligation du martyr, entre guillemets. Cette idée que oui, mais en gros, t'as un personnage donc qui est gay, qui est lesbien, dans un monde qui est pas vraiment facile pour ça, il va forcément finir en martyr, et ce fait que ça peut, par moments, dans certains récits, être comme une obligation forcément. Et donc, dans mon deuxième, dans l'univers de Bohême, il y avait cette tentation-là, surtout sur un des persos. Et d'ailleurs, c'est dans les réactions que j'ai eues après des lectrices et des lecteurs, il y en a qui m'ont demandé, mais pourquoi finalement, lui, tu l'as pas tué? Et parce que justement, pour moi, ce qui me semblait être l'acte le plus fort que je puisse faire avec lui, ce qui me semblait être l'acte justement le plus, évident aussi dans son parcours, c'était justement de refuser de le faire finir en martyr. Et peut-être par moment, dans toutes les discussions que j'ai eues sur ces sujets-là, il y a une des choses que j'en ai retirées pour l'instant, c'est que par moment, il faut peut-être aussi refuser la fatalité du martyr. Et pourtant, c'est des périodes qui sont très dures, donc sur plein de sujets, et a fortiori où il y a des coins qui sont en plus, bon, certains plus que d'autres, mais il y a des coins qui sont forcément hyper discriminants dans ces univers. Mais c'est pas pour ça qu'absolument tous les personnages doivent obligatoirement finir en martyr. Et voilà, et ça, c'est l'une des choses que justement, suite à plein de discussions, j'ai aussi voulu travailler. Et aussi,
une des choses qui m'aide à trouver un équilibre, pareil, sorti de toutes ces discussions-là, c'est que vraiment une des limites qu'on a parfois, mais je pense que ça s'applique à plein de personnages, donc on va dire minoritaires, c'est que leur minorité devient, dans certains bouquins, leur seule raison d'être. Et en gros, leur but dans la vie, c'est d'être personnage minoritaire, quoi. Et mes personnages, ils ont des buts qui ne sont pas forcément liés à leur genre, à leur sexualité et autres. Maëve dans Bohème, oui, donc elle est lesbienne, mais avant tout, elle veut libérer les océans, et c'est ça son principal but, et c'est ça qui va la booster dans toute la saga, quoi. Et voilà, de la traiter simplement comme on traite d'habitude le mec blanc solitaire de 50 ans, donc hétéro cisgenre mentionné plus haut. Voilà, donc j'essaye de trouver une balance avec tout ça, en fait, et avant tout en essayant d'écrire une bonne histoire et d'écrire une histoire sincère, quoi. C'est déjà pas mal. C'est le boulot. Et toi, Calo, c'est pareil, Panthère et Paillettes, c'est plutôt rigolo, mais les personnages, ils font quand même face à des violences LGBT-phobes qui ne sont pas passées sous le silence. Comment est-ce que tu as réussi à gérer ça? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je voulais mentionner. C'est dans Panthère et Paillettes. Alors certes, c'est plutôt humoristique, mais néanmoins, j'ai des personnages, les personnages principaux et d'autres personnages autour, qui sont... alors ça se passe dans le vrai monde de la réalité à l'heure actuelle. Et des personnages qui souffrent de la transphobie. Mais c'est abordé, j'en parle relativement brièvement, je pense pour certains, plus pour d'autres, mais j'en parle pour tous les personnages. Et je pense que c'est en filigrane, mais c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde, parce que effectivement, c'est pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est une histoire de kidnapping de chatons. C'est une nouvelle, donc il faut aller vite. Mais je vais essayer de me retenir pour ne pas partir en grande envolée philosophique, mais l'identité, elle est multiple. Il y a plein de... Personne ne se résume à un seul aspect de son identité. Et je pense que c'est pareil pour les personnages. Pour faire des personnages qui soient intéressants, il faut faire des personnages qui aient plusieurs facettes de leur identité, qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Néanmoins, pour faire des personnages qui soient réalistes, il faut aussi prendre en compte ce qu'impliquent ces différentes facettes. Du coup, je pense que si je fais des personnages qui sont trans dans le vrai monde de la réalité de maintenant, il est très probable que ces personnages doivent faire face à de la transphobie, et donc que ça ait un impact sur leur personnalité. Alors, je ne vais peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et je sens que je suis en train de partir. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Non, mais effectivement, tu y as répondu. Hein, c'est effectivement, on prend en compte le fait de, même quand on fait de l'humour, ça n'efface pas la réalité d'éventuellement les violences que subissent les personnages. Enfin, il y a un équilibre à trouver entre les deux et les multiples aspects de leur personnalité, de leur vie. Si je résume en 2 mots ce que tu viens de dire, sur le fait que tu n'invisibilisais pas les violences transphobes que peuvent subir tes personnages dans le vrai monde de la vie réelle d'aujourd'hui, parce que ce serait sinon pas réaliste si ces personnages juste ne rencontraient pas ça. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, voilà, c'est ça, t'es beaucoup plus efficace que moi. Non, mais j'ai résumé, c'est normal. C'était intéressant ton développement. Shail, du coup, t'en as un peu pas mal parlé sur la question d'avant, mais si tu veux rajouter quelque chose. Oui, pour moi, le fait effectivement que les persos subissent des violences ou des discriminations, tout ça, en fait, ça fait partie de... Pour moi, c'est juste que c'est effectivement l'important, c'est pas d'invisibiliser ça, c'est plutôt de l'entourer de tout ce qui compose la vie, quoi. La vie est hyper large, donc il peut y avoir des aspects, et comme c'était dit précédemment, on est tous et toutes des personnes en général quand même qui sont sur plusieurs couches, c'est tout le truc de Shrek, mais on a plusieurs aspects, on a plusieurs facettes de nos personnalités, et je pense que ce qui va différer, c'est la forme dans laquelle on va l'utiliser. On peut très bien... je sais que
On peut très bien montrer quelqu'un, un personnage qui on lui fait une remarque et la personne juste répond avec panache, ou alors la manière de le faire est un peu crue mais peut être rigolote, ou alors mettre un personnage dans le noir, dans l'ombre et qui dit tu ne seras jamais que l'ombre de toi-même et en faire des caisses. Encore une fois, c'est la forme quoi. Je pense que dans par exemple il y a ce truc là de genre un moment un des personnages dit à un autre de mes personnages espèce de traînée sans genre et l'autre personnage s'en fout puisqu'il est plus fort que ça, mais ça montre bien que des gens disent ça en fait, donc c'est juste la forme qui est différente. On voit bien que des gens pensent ça, mais j'ai décidé que les personnages étaient plus forts que ça, et pour moi c'est le principe de la comédie en fait. Alors à part vraiment du gag pur et dur poète, la comédie a pas forcément doit pas se résumer à parler de trucs inintéressants et enfin je sais pas, on peut avoir des persos qui sont très marrants par leur comment ils réagissent ou par les situations absurdes dans lesquelles ils se retrouvent, et en même temps que ce qu'ils vivent est quand même assez difficile quoi. Je crois même que toutes mes BD c'est ça, tous les persos sont en proie à des trucs assez vénères et à des phases dépressives hyper fortes, mais le but est déjà de montrer comment on surmonte ça, et surtout de montrer l'absurdité des petites choses quoi, pour être facilement déprimé. Souvent c'est ça quoi, la vie est jamais genre entièrement noire ou entièrement blanche. Même quand on déprime, on peut trouver des trucs marrants comme de la poétique, comme de l'humour dans les choses, et pour moi c'est juste ça quoi. La comédie a cette fonction là en tout cas, elle est là aussi pour nous faire rire dans un contexte qui est pas forcément marrant, tu vois. Genre je pense notamment quand on fait des choses très réelles sur l'époque contemporaine qui est, avouons-le, pas ouf, et ben du coup c'est ça. Le but n'est pas de dire bon, ok, on va changer les idées, on va parler de n'importe quoi. On peut faire écho à ces choses-là et quand même rigoler, comme je disais, par exemple la moquerie, c'est un de ces trucs-là quoi. Ça veut dire que je montre que ces gens-là existent, que les violences existent, et se moquer des gens qui le font de manière plus ou moins peste, c'est ce qui va, en fait, ça donne des armes quoi. La comédie pour moi, et comme la répartie par exemple, ça donne des armes aux gens de se protéger contre aussi bien les gens néfastes que nous-mêmes quoi, nos propres dépressions. En fait la comédie c'est ça, c'est de dire juste bah voilà c'est de la merde, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et en tout cas moi je vois vraiment la comédie comme ça quoi. C'est vraiment très sérieux comme genre, c'est pas du tout je vais faire ploum ploum des fesses et des gags quoi. Après que ça soit marrant c'est cool, mais le but premier c'est un truc très sérieux, c'est vraiment presque des guides de survie quoi. Désolé, j'ai un peu plombé l'ambiance. Je pense que voilà. Ça va faire une bonne phrase de fin. C'est parce qu'en fait, on est déjà en train de dépasser de notre créneau. C'était super intéressant. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais si des gens ont envie de discuter de tous ces sujets avec vous, vous pouvez rester éventuellement sur le Discord. Il y a un salon after scène Twitch où voilà, vous pourrez discuter entre vous de tout ça dans les spectateurisses. Et puis après, si certains de nos invités veulent aller rejoindre la discussion, c'est aussi possible. Tout ça, en tout cas, est bien sûr enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube prochainement, quand on aura fini de dormir après pour se remettre de la convention. Donc, on va avoir dans une vingtaine de petites minutes le tirage au sort de la tombola. Après, il y a quelques jeux encore, un discours d'au revoir, quelques jeux en stream et quelques jeux sur le Discord si vous avez envie de finir la soirée avec nous. Et donc je vais remercier nos invités pour cette table ronde vraiment très très intéressante. Merci Naël, voilà. Merci Estelle, merci Calo, et merci Shai, en espérant merci à vous bientôt. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.